Tous, merci particulièrement à Véronique et à Nathalie de m'avoir invité. Je suis absolument ravi d'être là. Alors pour plein de raisons. La première, c'est que je suis content de voir que les Bordelais rejoignent l'armée des Jedi qui s'intéressent aux questions d'e-inclusion. Parce que je vois que dans votre réseau, il y a des gens avec qui nous travaillons, nous, depuis longtemps. Et je vais peut-être essayer de contextualiser votre programme de recherche, peut-être dans un ensemble plus large qui dépasse le handicap avec la question des inégalités éducatives et sociales, la question des pauvretés, précarités et des inégalités nord-sud. Je suis prof à Rennes 2, je développe une approche plutôt anthropologique. Je suis aussi vice-président, j'en ai marre de cette... il y a trop de trucs sur cette carte de visite là. Mais je pense que je vais plus intervenir en tant que directeur de recherche du gros réseau de recherche sur les usages des technologies qui s'avèrent être devenues depuis le Brexit et l'éclatement probable de l'Internet Oxford Institute, le plus gros réseau européen de recherche sur les usages, qui s'appelle Marsouin, qui regroupe historiquement 4 universités et 3 grandes écoles de Bretagne, qui est rejoint petit à petit par les écoles de Pays de la Loire, et qui mène des travaux sur les questions, des travaux pluridisciplinaires sur les questions d'usage des technologies depuis 2002. C'est 19 labos de SHS, en gros, ce qui veut dire qu'on est capable de mobiliser sur une ou deux thématiques par an 250 chercheurs seniors et 250 juniors. Les juniors, c'est les doctorants, les postdocs, etc. etc. Un des points de démarrage de Marsouin, c'est l'idée que nous sommes tous pris par nos propres parcours et nos propres représentations sur les questions des usages des technologies numériques, donc il est absolument fondamental d'aller comprendre les usages effectifs des technologies numériques au plus près des personnes, d'où cette formule, le Marsouin s'immerge, c'est-à-dire au plus près des usagers. Je ne vous fais pas la liste des méthodologies, mais sachez qu'on va du plus expérimental avec les collègues de psychologie et de neurosciences dans un labo qui s'appelle Loustic. On a aussi des économistes qui font de l'économie expérimentale, on va dire jusqu'au plus ethnographique sur le long terme, etc., avec des labos d'infocom, de sciences de l'éduc ou de sociologie. Je coordonne 2 champs plus spécifiquement, qui sont des champs qui peuvent être un peu, comment dire, risqués. C'est le champ de l'e-éducation, les usages des technologies dans l'éducation, et le champ de l'e-inclusion, qui est le sujet transversal de Fracture, me semble-t-il. Pourquoi je n'ai pas abandonné l'un ou l'autre sujet? Parce que ça n'arrête pas de causer, et j'ai vu que l'une des dernières interventions était sur l'inclusion scolaire. En gros, mon environnement scientifique et épistémologique, c'est les gens qui s'intéressent aux inégalités, qu'elles soient comment dire, de territoire, éducatives ou sociales. Et ça permet quand même de comprendre des processus, particulièrement les processus de normes, de manière peut-être un petit peu plus aiguë. La commande, c'était sur la fracture numérique, donc je vais essayer de vous, comment dire, de développer ce que nous pensons en Bretagne de cette question de fracture numérique. Mais avant, j'ai besoin de poser 2-3 concepts et 2-3 repères anthropologiques, puisqu'on m'avait prévenu que l'Assemblée n'était pas entièrement composée de sociologues ou d'anthropologues, donc il faut peut-être aussi qu'on ait un petit partage de connaissances. Donc qu'est-ce que c'est que l'anthropologie des usages? L'anthropologie des usages des technologies numériques, c'est prendre en compte la dimension imaginaire et symbolique des usages des technologies. Ça veut dire les resituer finalement dans la genèse de ces instruments, probablement sur le temps long.
Alors pourquoi c'est important avec les technologies numériques? Tout simplement parce qu'une grande partie du marketing technologique lui-même va insister sur le temps court. Vous connaissez tous l'obsolescence programmée. Vous connaissez tous ce sentiment d'être en retard, toujours en retard, comme le lapin dans Alice. Et il faut lutter contre ça pour peut-être avoir un peu plus de distance là-dessus. Et j'ai l'habitude, non pas de développer trop ça, mais d'essayer de vous convaincre que les technologies ont été, que les fonctions des technologies ont été inventées, rêvées, fantasmées, bien avant qu'elles nous arrivent dans les mains, en vous passant un tout petit film de 5 minutes que je commenterai après. Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus, émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, Toute ressemblance à droite à la contemporaine, vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Oh, dis maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Alors, mes étudiants de Master 2 qui ont le malheur de m'avoir comme enseignant ont comme exercice du premier semestre d'aller chercher des vidéos qui illustrent les techno-imaginaires. L'expression est de Georges Ballandier qui dit qu'une des caractéristiques de la période contemporaine, c'est non seulement d'être envahi par les technologies en tant qu'instrument, mais d'être envahi par les technologies en tant qu'environnement symbolique, cognitif, social, etc. Nous pensons technologie. Il s'avère que l'Université de Rennes 2 héberge les vidéos de l'INA et qu'il y a 3 ans, ils m'ont trouvé cette perle. Alors on a cherché cette perle, on a cherché le réalisateur de cette fiction. On a trouvé la date, c'est 1947, donc vous voyez quand même, on est juste à la sortie de la guerre. Le réalisateur n'avait rien de spécifique et il a fallu gratter. On a été chercher les collègues de l'Urfist
les spécialistes de l'information scientifique et technique pour savoir qui était à l'origine de ça, et je vous le donne en mille, c'est René Barjavel, c'est-à-dire un des grands noms de la science-fiction française, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je suis juste en train de vous raconter que René Barjavel, en 1947, a produit un scénario pour produire une fiction qui s'appelle Une utopie filée, à partir du média qui était en train d'être fantasmé à l'époque, puisque je vous rappelle qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le média, c'était la radio, avec tout le sens qu'avait la radio, hein, radio libre, enfin, vous voyez, on sortait de la guerre, et que la télévision n'existait pas. Au sens, c'était une expérimentation à Paris avec une antenne de la Tour Eiffel. Et il nous propose l'Internet, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a la totalité des fonctions de l'Internet contemporain, y compris Cyprien, qui pourrait être un peu ramené à YouPorn, puisque les bohémiennes arrivent de manière tout à fait fortuite sur son édredon. Donc, pourquoi je vous fais passer ça ? Parce qu'on a tendance, effectivement, à plaquer notre propre expérience sur, finalement, l'ensemble du monde technologique. C'est particulièrement fort chez les élèves ingénieurs. S'il y en a ici, on pourra en discuter après, et qu'il est absolument nécessaire, quand on est en particulier sur des projets qui vont engager notre responsabilité scientifique, éthique, ou de professionnels, ou d'étudiants en stage, avec des publics vulnérables, entre guillemets, il y a vraiment nécessité à resituer tout ça sur le temps long. Hein, et c'est vraiment très, 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 très important. Alors, je vous propose un deuxième épisode, peut-être essayer de faire le point sur où nous en sommes avec les technologies numériques dans la société contemporaine, en reprenant un cycle qui est finalement assez classique, ça c'est mon vocabulaire, mais plus qu'une histoire, les technologies numériques en particulier ont une histoire socialisée, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans l'histoire en fonction des interactions que nous allons entretenir avec elles. Et je vous ai mis là deux illustrations, le Minitel expérimenté dans la Silicon Valley bretonne au début des années 80 et l'Apple Runner. Donc le lancement par Apple en 84 du Macintosh. Pour moi, les technologies se socialisent en 3 phases. Je ne suis pas en train de parler de l'innovation par rapport à l'invention, je ne suis pas en train de parler de la construction même de l'innovation, mais je suis en train de qualifier une période de socialisation des technologies, la première période, qui est la phase d'innovation. Alors la phase d'innovation, c'est quoi ? C'est on va faire rêver tout le monde. C'est en gros, on rase gratis. Toute technologie arrive en ayant une espèce de pouvoir absolument magique. On va prendre l'Internet, parce que ça va avoir du sens avec ce que je développe après, je pense, avec le projet Fracture. On va prendre juste l'Internet. Repère sur l'Internet, déploiement dans les années 80 des tuyaux, le projet ARPANET. Mais l'Internet que vous connaissez aujourd'hui, c'est la libéralisation des codes sources par Tim Berners-Lee et Jacques Caillot dans l'anneau de particules du CERN autour de 1992. Certains d'entre nous n'étaient pas nés. Donc, je suis, moi, du XXe siècle, donc j'essaye de ramener des choses. 1992, c'est juste avant-hier. C'est pas non plus, dans l'histoire de l'humanité, c'est pas non plus quelque chose de gigantesque. Ce qui va se passer, en fait, c'est que l'Internet va être présenté comme puissamment transformateur de la société contemporaine. Dès 1993, un collègue qui s'appelle Pierre Lévy va avoir un rapport, va être chargé d'un rapport à la Commission européenne et va sortir ce rapport en 1994, et en 1987, il publie un bouquin qui s'appelle Cyberculture. Alors relisez Cyberculture, ça vaut vraiment le coup. J'ai recroisé Pierre Lévy, qui n'a absolument pas changé, qui est à Toronto aujourd'hui. Dans Cyberculture, dans le texte de Cyberculture, Pierre Lévy nous annonce que finalement, à l'orée des années 2000, il n'y aurait plus de guerre parce que la cyberdémocratie aurait remplacé la guerre. Il n'y aurait plus de famine parce que les biotechnologies portées par l'Internet auraient remplacé... Voilà. Il n'y aurait plus de problèmes écologiques parce qu'on allait se promener tous en patin à roulettes électriques dans les villes. Vous voyez qu'on est un tout petit peu loin du compte, sauf que ce rapport fait partie des 3 ou 4 rapports qui vont installer Lisbonne,
qui vont installer la société de la connaissance, et donc qui vont avoir quand même une influence très importante. Donc ce que je suis en train de vous raconter, j'essaye de prendre de la distance. Je ne suis pas, je veux dire, ni pour ni contre. C'est juste qu'il faut se rappeler que finalement, toutes les technologies commencent par cette espèce de phase survalorisée. Alors, en même temps, il faut se dire que les ingénieurs ont besoin de ça. Et ce que nous racontait Philippe Breton au début, à la fin des années 80, dans le premier bouquin qui soit à peu près autour des questions d'anthropologie du numérique, c'est que finalement, tous les créateurs des technologies numériques ont des références mythologiques qui vont créer des formes d'environnement technologique générant eux-mêmes des rites, et que des tribus contemporaines vont se saisir de ces rites. Il est donc très important de se rappeler que ça commence toujours par l'innovation. En 93, ce monsieur, que les plus jeunes connaissent probablement pas, qui s'appelle François de Closet, nous présente l'Internet à la télévision française. C'est le journaliste officiel des sciences et technologies pendant au moins 15 ans, si mes souvenirs sont bons. Et pour nous présenter, il pose un écran, il y a un clavier, il y a une souris, et il clique et arrive Sharon Stone. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une actrice très en vogue à l'époque, et va donc se mettre en scène une forme d'instantanéité de l'Internet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les pères de famille vont immédiatement se précipiter dans les supermarchés, acheter un PC, acheter un modem, négocier avec le fournisseur d'accès historique de l'époque, qui n'était pas encore Orange, mais un peu France Télécom. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de ça. On va batailler pour configurer le modem, on va avoir droit à des bruits un peu... etc., etc. Et comme on aura noté l'adresse où télécharger la photo de Sharon Stone, on va tenter de télécharger la photo de Sharon Stone. Et la photo de Sharon Stone arrive comme ça. Alors ça doit vous faire rêver les plus jeunes. Puis à un moment donné, on a les cheveux de Sharon Stone qui s'arrêtent, et puis on a soit fatale erreur si on a mal configuré son PC, soit disconnect si le réseau n'est pas stable. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est le début de la phase de massification. C'est quoi la phase de massification? C'est à deux mouvements. Le premier mouvement, c'est ces imaginaires vont se dégonfler parce que la technologie ne fonctionne jamais à l'endroit où on vous l'a vendu. C'est-à-dire qu'on vous vend du rêve, mais dans l'appropriation de la technologie, il y a une réduction de ce rêve à votre expérience intime vis-à-vis d'elle. Et notre expérience intime, je prends l'Internet, du milieu des années 90, on va dire, c'est une expérience plutôt de dégonflement de tout ça. C'est pas si simple que ça. On peut pas naviguer de manière aussi facile que ça. On va pas avoir accès à l'ensemble des ressources intellectuelles de la planète, etc., etc. Mais en même temps, nous allons nous équiper avec des taux de progression à 2 chiffres. Il me semble que c'est l'année 1997 où on va atteindre 17% d'augmentation du taux de connexion et d'équipement. Donc, les imaginaires se dégonflent et on en arrive à, malgré tout, à s'équiper. C'est une phase paradoxale qui fonctionne à peu près avec toutes les technologies, numériques en tout cas, et qui nous mène... Pour l'Internet, on va être à l'orée à la fin des années 2000, à la phase de banalisation. La phase de banalisation, c'est quoi? La technologie est devenue ambiante, elle est devenue une norme, on en reparlera tout à l'heure, et on va changer de discours. En changeant de discours, on va parler de protection des données, on va parler de fracture numérique, on va parler des exclus, etc. Parce que, effectivement, cette technologie ne pose plus question et ne se situe plus dans une forme de progression où petit à petit sa diffusion finit par atteindre des seuils très importants. Alors où on en est aujourd'hui, je pense que quand on parle d'accès et d'accessibilité, il faut reprendre les choses. Ça, c'est le baromètre numérique du CREDOC. Tous les mois de décembre, depuis le début des années 2000, nous avons un baromètre national qui nous permet de voir les choses. C'est opéré par l'Agence du numérique, non, c'est opéré par le CREDOC pour le compte de l'Agence du numérique, c'est en ligne, vous allez trouver ça sans problème.
Le chiffre qui nous intéresse, c'est 85% des Français équipés connectés en 2016. Chiffre de l'année suivante qui nous intéresse aussi, 85% d'équipés connectés en 2017. Donc vous voyez que pour ce qui concerne l'Internet, l'accès à l'Internet fixe, la banalisation est installée. On atteint un effet de seuil puisque cette année, vous voyez, enfin j'ai extrait, hein, il y a énormément de planches, donc ce n'était pas le lieu, mais vous voyez qu'on est en train de descendre en équipement en ce qui concerne l'ordinateur et l'Internet fixe. Il est évident que c'est l'Internet mobile qui est en phase de massification. C'est à peu près clair ce que je vous dis, c'est-à-dire que chaque technologie, finalement, nourrit un processus de socio-histoire, un processus de socialisation qui s'appuie sur la technologie précédente, etc. Ou non, hein, certaines disparaissent. Donc aujourd'hui, on a un recul de la connexion en fixe. On a un recul, je vous l'ai pas dit, mais on a un recul des tablettes. Probablement que la confusion entre les grands smartphones et les petites tablettes finit par poser un problème de manque de visibilité. Hein. Et c'est assez étonnant, parce que honnêtement, on était un peu persuadé que les tablettes allaient continuer à grimper, etc. Et surtout, on a une prédominance du smartphone. On ne va pas tarder à arriver à 50% de connexion Internet quotidienne à partir du smartphone. Vous voyez que tout ça, c'est le cadre, en fait. Le cadre d'une réflexion sur, finalement, les inégalités ont besoin d'avoir ce cadre un peu global pour comprendre quel est le degré, finalement, de différences qui peuvent produire des inégalités ou des exclusions. Donc, ça nous permet, ce travail-là nous a permis d'arrêter le flou sur le concept d'usage. Comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, les disciplines se saisissent du concept d'usage de manière très différenciée. Donc quand on a démarré avec Barsouin, entre l'usage vu par la psychologie, particulièrement la psychologie cognitive, et l'usage vu par la socio-histoire ou l'anthropo-histoire, c'était différent. Les économistes confondent encore, même si on essaye de suivre usage et utilisation. Donc c'était assez compliqué. En fait, on a été chercher, pour ceux que ça va intéresser, on a été chercher chez la sociologie interactionniste, la fameuse école de Chicago, d'une part, et puis d'autre part chez quelqu'un qui s'appelle Michel de Certeau, sur lequel je reviendrai probablement. Cette idée que finalement, les usages ont des effets de normes, et que quand on parle d'usage, on parle probablement de normes sociales d'usage. C'est-à-dire qu'une fois que la massification est terminée et qu'on arrive en banalisation, non seulement les technologies sont ambiantes, mais elles provoquent finalement une transformation des processus de socialisation ordinaire, sans les faire disparaître. On va prendre les adolescents, par exemple, la socialisation amoureuse des adolescents, elle est enrichie par les réseaux sociaux, au sens il y a une couche supplémentaire possible, pour autant le processus est toujours le même. Hein. Donc on est plutôt, ça nous permet de travailler autour de cette question-là de manière pluridisciplinaire et d'avoir au moins une définition socle. Nous définissons les usages comme des normes sociales d'usage. Alors ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que je vous présenterai une partie des grands programmes. On a commencé à travailler sur la stabilisation de glossaires. Et actuellement, nos définitions, on va dire programme de recherche sur programme de recherche, les uns après les autres, sont en train d'être publiés dans une revue qui s'appelle Netcom, en ligne, où effectivement on définit usage, utilisabilité, etc., mais à notre manière. Voilà. Donc, ceci étant posé, revenons sur la question de la fracture numérique que je mets entre guillemets. Alors, pourquoi je le mets entre guillemets ? Parce que j'ai constaté, en travaillant avec un collègue du CNAM qui s'appelle Serge Ebersold et qui travaille, lui, sur la notion d'accessibilité, qu'il y avait ce qu'on va appeler un processus d'essentialisation de la notion de fracture numérique.
C'est-à-dire que probablement que passer la fracture du statut de notion au statut de concept, essayer d'utiliser le terme de fracture à l'intérieur de recherche, ça pose de vrais problèmes épistémologiques. Et en travaillant dessus, on se rend compte que ces problèmes épistémologiques, en fait, ils sont ancrés historiquement. Et l'avantage quand on fait de l'anthropo des usages, c'est qu'on n'a pas besoin de gratter la terre, tout est disponible sur Internet. Donc nous avons l'origine quasi pure, entre guillemets, de la notion même de fracture numérique. C'est 3 articles de journaux dans l'année 96 qui finissent par générer un discours de Bill Clinton, alors président des États-Unis, qui nous dit « Le défi pour notre nation, c'est d'assurer que les enfants ne seront jamais séparés par une fracture numérique. » Évidemment, il pense aux enfants afro-américains, il pense aux enfants afro-américains des quartiers des grandes villes américaines. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en 1996, il y a moins de 5% de la population américaine qui est équipée connectée. Ce qui veut dire qu'on parle de fracture numérique avec 95% des gens qui ne sont pas dans cette norme. Donc vous voyez qu'on a quelque chose à aller fouiller là-dedans. Ce qui va faire qu'on a écrit un bouquin, nous, en 2011, qui s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique », qui n'était pas pour en finir avec les inégalités, on n'a pas cette prétention-là, mais probablement pour en finir avec la notion et essayer peut-être d'aller travailler du côté inégalité, exclusion, etc., et peut-être pas fracture. Donc le travail, ça c'est 2012. On a fait une enquête sur les non-usagers. En 2012, on se rend compte que les catégories classiques, les anciens et les faibles revenus demeurent, mais surtout, on voit apparaître une nouvelle catégorie qui est un peu, étrange sur le plan strictement sociologique, c'est la question de l'isolement social. C'est-à-dire que 65% des personnes qui n'utilisent pas les technologies, n'utilisent pas l'Internet en 2012 nous disent qu'ils ne l'utilisent pas parce qu'ils se sentent isolés socialement. Et là, on a de l'isolement territorial avec la zone rurale, mais aussi de l'isolement social, particulièrement famille monoparentale, etc., etc. Et en fait, ça nous permet d'avancer sur l'idée que finalement, la fracture numérique, c'est probablement une construction idéologique qui renverrait à une vision globalisante de l'Internet, avec cette idée que les technologies peuvent toutes seules. C'est Nathalie qui disait tout à l'heure, beaucoup de ressources sont trop technologiques. En fait, elles sont trop technocentrées. Et il y a énormément de gens qui pensent que les technologies toutes seules, sans accompagnement, sans analyse de l'environnement, vont pouvoir résoudre énormément de problèmes. Ça fait partie des imaginaires radicaux, c'est-à-dire que ça fait partie des imaginaires de base. Donc il faut les déconstruire. Et c'est aujourd'hui assez facile à déconstruire, puisque finalement, c'est une notion très politique. Notre secrétaire d'État secrétaire d'État au numérique, Majid Majoubi, qui vise la mairie de Paris aujourd'hui, vient de découvrir la fracture numérique, donc il en parle tout le temps, vient de redécouvrir la fracture numérique. Mais on voit bien qu'on est plutôt dans un discours médiatique, et ce discours médiatique-là, il faut prendre un peu de distance avec, puisque le pays du monde qui est le plus équipé, connecté, c'est la Corée du Sud. Ils sont à 90% après 15 ans d'une politique vraiment très forte, des écoles aux universités, etc., etc. Et vous voyez bien qu'il y a toujours un seuil, finalement. Avec toute technologie, on va avoir un seuil de personnes qui vont être en situation d'inégalité ou d'isolement. La question, c'est peut-être de le travailler grain par grain, et c'est ce que je vais vous proposer dans la suite. Donc, je continue un petit peu avec le CREDOC. Vous voyez qu'on est... on nous annonce 7% qui ne se connectent jamais à Internet, 18 millions, enfin 7 millions, pardon, qui ne se connectent jamais, 18 millions qui s'estiment peu ou pas compétents, la moitié des Français qui disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec les technologies. Et ça, il est sorti la semaine dernière, donc ça c'est la planche, on va dire, sur la question fracture numérique ou difficulté d'accès. Vous voyez que globalement, on a une espèce de panorama qui fait qu'on positionne des 18% qui
finalement, quand ils rencontrent des difficultés, arrêtent ou n'utilisent jamais, vous voyez qu'on est quand même sur des quantités qui peuvent paraître tout à fait impressionnantes. Alors nous, on ne nie absolument pas cette réalité. Ce qu'on nie, alors en plus de ça, un certain nombre des chiffres du CREDOC viennent de nos propres chiffres, qui ont été transformés en millions et pas en pourcentage, ce qui nous a posé quelques petits problèmes. Vous savez bien qu'on fait dire aux statistiques ce que l'on veut à partir du moment où on les retransforme, sauf que des statistiques robustes, c'est des statistiques contextuelles. On sait comment elles ont été prises, on sait comment on les a traitées, etc. Donc pour nous, finalement, tout ça n'existe pas vraiment, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans des messages globaux politiques. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler et je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre sur l'avant de la scène ces questions-là, mais peut-être dès qu'on commence à faire un peu d'objectivation, voire de recherche, il faut aller un petit peu plus loin. Et donc pour nous, au niveau des marsouins, on considère qu'il y a 3 catégories finalement d'exclus du numérique. La première catégorie, c'est celle dont on parle tout le temps, qui est la catégorie pauvreté-précarité. Bon, les 5-6 millions, c'est probablement beaucoup, mais effectivement, il y a un effet, on va dire un effet de bord sur l'usage qui s'est le plus développé en France ces dernières années, qui est l'e-administration. Plus nous sommes contents, nous, de prendre nos billets de train ou de déclarer nos impôts sur Internet, plus ça crée, on va dire, une rupture d'accès, puis une rupture de sens vis-à-vis de publics qui sont des publics marginalisés, des publics en errance, etc., etc. Donc il y a une situation qui est un peu particulière. La plupart du temps, c'est celle qu'on met en avant, de manière, comment dire, voilà, c'est celle que les politiques mettent en avant. On est plutôt dans le registre des politiques sociales. Moi, il me semble qu'il faut prendre ça quand même avec un petit peu de prudence, puisque la deuxième catégorie, c'est la question des territoires et des zones blanches. Alors, quoi qu'en disent un certain nombre d'industriels, il existe aujourd'hui des inégalités profondes en termes d'accès au réseau dans les territoires. Nous avons fait plusieurs enquêtes, dont une enquête sur les inégalités éducatives dans 3 académies, dont la vôtre, en Aquitaine. Cette enquête s'appelle Inéduc. Plus de 3000 collégiens sondés, des monographies de territoire, etc. On avait pris des territoires urbains, périurbains et ruraux. En fait, en termes d'usage, la différence vraiment centrale, c'est que les hypercentres, hyper connectés, hyper fibrés, etc., sont très caractéristiques. L'ultra-rural, qui est, lui, non connecté, avec des problèmes de déplacement, des problèmes de désertification globale, services publics, déserts médicaux, etc., sont très caractéristiques. Et entre les deux, le périurbain a besoin d'être vraiment retravaillé. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des communes à 30 km de Bordeaux qui ont un comportement, finalement, numérique assez proche des urbains, et que toute chose égale par ailleurs, la même commune à 10 km va avoir un comportement très rural. Et donc on se rend compte que finalement c'est la dynamique du territoire, et que la compensation des inégalités géographiques, en tout cas, elle est liée au territoire. Donc la question des zones blanches, c'est une vraie question politique, une vraie question d'aménagement du territoire qu'on ne doit pas mettre à distance, parce qu'elle entraîne les 2 autres catégories, pauvreté, précarité, et la troisième, que je qualifie de déconnexion volontaire et de déconnexion involontaire. Donc, ce qui concerne les déconnexions volontaires, donc c'est mon collègue et ami Francis Jory-Guibéry de Pau qui avait commencé à travailler là-dessus, sur les déconnexions volontaires. Il avait identifié des jeunes qui avaient eu des pratiques numériques et qui, pour des raisons idéologiques, considéraient que les technologies étaient le mal contemporain, donc mettaient à distance. On est chez les ultra-écologistes, on est chez les zadistes, on est dans cette population-là. On a vu arriver par là-dessus un certain nombre de publics qui, pour des raisons religieuses, le font. Vous voyez, donc c'est pas tout petit phénomène au début, mais voilà.
Et on a continué ce travail-là en se disant, tiens, c'est quand même intéressant de voir ces publics-là particuliers, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Ça, pour moi, c'est la déconnexion volontaire manifeste. Il y a un autre type de déconnexion volontaire que je vais qualifier de discrète. La déconnexion volontaire discrète, c'est tous ces gens qui aujourd'hui réclament le droit à la déconnexion le week-end, le droit de ne pas être joignable au téléphone portable ou par mail 24 heures sur 24, etc. Vous voyez bien que notre environnement ordinaire de travail sur les 15 dernières années se caractérise aussi par finalement une mise à disposition, par l'éclatement des frontières entre le professionnel et le privé, et par une mise à disposition. Il y a l'actualité nous montre ça, il y a dans certaines revendications des Gilets jaunes, il y a dans certaines revendications syndicales aujourd'hui, cette espèce de droit, enfin de demande à la prise de distance avec les technologies. Donc vous voyez, on en est au début des recherches, on ne va pas faire un lien direct entre les deux catégories, mais les deux phénomènes sont intéressants. C'est-à-dire qu'ils montent en même temps et commencent à être visibles puisque je commence à être interpellé. Je continue à faire quelques amphis en première année. Je commence à être interpellé par des étudiants de première année, ce qui n'était absolument pas le cas les années précédentes. Donc on va continuer à regarder ça. Et la dernière des sous-catégories des déconnexions, c'est la question des déconnexions involontaires, dans lequel il y a, on va dire, probablement le cœur de cible du projet Fracture, donc toute la question du handicap, avec des questions corrélatives aussi au vieillissement, avec des questions corrélatives finalement à l'e-administration. Aujourd'hui, vous êtes un vieux monsieur qui doit aller en EHPAD et qui est Alzheimer reconnu avec une reconnaissance travailleur handicapé. La plupart des services sociaux vous suppriment immédiatement tous vos droits, retraite, etc. pour que vous ressaisissiez tout ça sur l'ensemble administratif qui va vous permettre de rentrer à l'EHPAD. Vous imaginez que retrouver les identifiants et les codes dans ce type de situation, c'est impossible. Vous imaginez que se retourner vers les enfants ou les petits-enfants qui en même temps se rendent compte que finalement on a peut-être laissé papa un peu de côté ces dernières années pour retrouver les papiers, ça crée des situations difficiles. Et vous imaginez comment les travailleurs sociaux ou le corps médico-social se retrouvent à saisir, s'ils peuvent, dans des petits carnets, des identifiants et des mots de passe, tout en sachant qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc on est sur la ligne de crête, et donc félicitations, vous êtes sur la ligne de crête de cette fracture entre guillemets. Cette histoire d'essentialisation, c'est que si on veut rentrer sur les questions d'accessibilité et ensuite sur les questions d'usage, il faut déconstruire tout ça. Et que la question, par exemple, de l'admission du 4e âge en EHPAD, c'est autant une question de politique publique, autant une question de simplification administrative, une question de formation des accompagnants et du personnel médico-social, qu'une question numérique. On va dire, finalement, la question numérique est une parmi d'autres. Elle révèle, en fait, des problématiques qui sont des problématiques liées aux différents secteurs. Alors, l'idée, c'est que finalement, il y a des causes d'exclusion vis-à-vis du numérique qui sont multiples, multiscalaires au sens que ça va du territoire à la relation entre l'usager et son environnement socio-technique, et que ça nécessite des interventions qui sont situées. C'est-à-dire que, je reviendrai dessus, ceux qui prétendent faire des solutions qui marchent pour tout le monde ont intérêt à vite déconstruire ça. Je vais juste vous donner une illustration. J'étais le scientifique de service de l'émission sur la fracture numérique, le téléphone sonne sur France Inter. Vous connaissez cette émission où les auditeurs, donc c'était en juillet, et la dernière question était adressée à la directrice de la communication du Pôle emploi. C'était le président d'une des grandes associations pour les malvoyants et les aveugles. Il disait « Madame, comment ça se fait que le site de Pôle emploi est totalement inaccessible pour les malvoyants et les aveugles ?» Elle s'est décomposée et elle a répondu « Bah oui, mais
on a tous les labels et toutes les normes européennes. Donc le problème, il est exactement là. C'est ce que Ebersold appelle l'essentialisation de la question de l'accessibilité. C'est qu'à force de créer des dispositifs avec des normes européennes qui sont des normes descendantes, conçues la plupart du temps par des lobbies d'ingénieurs, enfin on est complètement autre chose, et de ne pas faire de co-construction, on va avoir des certificats, enfin des labels, on va avoir des normes techniques qui ne correspondent en rien à la réalité des usagers. Et la seule solution, et on partage ça avec vous, c'est co-construction, c'est conception centrée utilisateur, etc. Je continue pour peut-être vous faire un retour sur l'ANR qu'on vient de terminer, et qui s'appelle Capacity. Donc, j'étais un peu sur le côté obscur de la force, là. J'étais un peu sur la fracture numérique et ses différents visages. Je vais basculer sur la question finalement de l'e-inclusion. Ce que nous faisons, ce que nous tentons de faire, nous, c'est de travailler de manière cumulative sur des recherches et donc d'alimenter les recherches les unes avec les autres. Donc vous avez Capacity ici, mais elle a été alimentée par les recherches sur les inégalités éducatives, Inéduc, des travaux sur les pratiques numériques des jeunes en errance, des travaux sur les pratiques numériques des jeunes placés de l'aide sociale à l'enfance, des travaux sur les personnes en situation de handicap cognitif. Vous voyez, un ensemble de travaux, je vais pas les détailler, mais c'est juste pour vous dire que ça nous paraît très très important. On travaille en recherche la plupart du temps sur des programmes qui sont des programmes super courts. Sur ces sujets-là, ce n'est pas possible. Je vous prends juste la thèse erratique sur les personnes en errance. C'est 7 ans d'immersion. C'est 7 ans d'ethnographie, etc. etc. En gros, j'ai complété le financement de thèse par de l'ingénieur d'études, etc., etc. Ça donne une thèse qui raconte des choses sur les pratiques numériques des jeunes SDF de Rennes. Vraiment. Enfin, je veux dire, quand on se rappelle qu'il n'y a pas très très longtemps, il fallait 10 ans d'immersion pour produire un bouquin comme Stigmate, par exemple, je pense à Goffman. On essaye de lutter contre cette fragmentation, je suis un peu dans la petite boutique de la recherche là, cette fragmentation en articulant nos projets les uns avec les autres. Alors c'est pas toujours très simple, mais voilà. Donc l'idée finalement de Capacity, c'est d'essayer de voir finalement si cette question de l'empowerment par le numérique, du pouvoir d'agir par le numérique et comment elle se distribue sur le territoire, puisque c'est probablement un imaginaire structurant des technologies numériques. Bon, je ne vais pas trop développer. Il y avait un axe sur apprentissage, il y avait un axe sur les innovations ascendantes et un axe sur les territoires. Vous voyez qu'on n'est quand même pas très très loin dans la structuration de fractures. Les terrains, ça va être les contextes éducatifs, particulièrement autour des décrochages institutionnels. Quand on parle de décrochage institutionnel, c'est qu'on n'a pas travaillé que sur le décrochage scolaire, on a travaillé aussi sur des décrochages, on va dire, psychosociaux. Enfin, voilà, les gamins de l'éducation spécialisée, les jeunes en errance, enfin, il y avait sur des parcours d'innovateurs et sur des territoires spécifiques. J'avance un peu, il y a eu une grosse enquête nationale sur le pouvoir d'agir avec 5 dimensions, les bénéfices en sociabilité, en connaissance, en pouvoir d'achat, vous voyez qu'on était sur une thématique assez... Voilà. En termes de participation politique et d'organisation de la vie quotidienne, je vous passe la méthodologie. Ce qui va être peut-être le plus intéressant pour vous, c'est de lutter contre finalement cet allant de soi que le numérique crée automatiquement. Vous savez, on dit ça tout le temps, les étudiants sont. Donc ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, j'appelle ça le complexe d'Obélix, moi. Donc ils auraient tous les mêmes pratiques et puis ils n'auraient pas besoin parce que c'est automatique, quoi. Voilà. Le numérique, ça arrive et puis c'est magique. Eh ben non, en fait. 2/3 des internautes qui n'utilisent pas les technologies nous disent que finalement, ils sont plus heureux sans Internet. Mais il y a une forme, si je vous parlais tout à l'heure de normes sociales d'usage,
il y a une forme de tension entre la honte de ne pas utiliser ces technologies en se sentant pas légitime à le faire, et puis la fierté pour certains de se passer de ces technologies. C'est très discriminé au niveau de l'âge et c'est assez discriminé au niveau des territoires, ce qui nous a permis de peut-être poser un certain nombre de questions. Je pense qu'il faut faire ce que vous êtes en train de proposer, visiblement, les cas d'usage ou les configurations d'usage. Je pense que les typologies d'usagers, il faut arrêter avec les primo-adoptants, les suiveurs et les résistants. Enfin, toutes les typologies des théories de la diffusion ne marchent pas. Enfin, c'est complètement contextuel, ça renvoie à des articulations de capital social, de capital culturel et de capital numérique en tant que capital instrumental qui sont quand même très différenciés. Par contre, l'idée de réfléchir sur les environnements, les conditions d'usage, les contextes d'usage, ça c'est vraiment très, 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 très important, avec probablement des approches systémiques, multiscalaires et situées. Chaque cas d'usage a besoin d'être identifié à son échelle territoriale ou organisationnelle. Ce n'est pas la même chose de développer un programme en faveur des personnes en situation de handicap à Brest, qui vient de faire 15 ans de numérique citoyen et qui a 250 papis points d'accès public à Internet, que de le faire à Périgueux. Je ne vous donne pas les chiffres de Périgueux parce que vous allez être vexés. Avec toute la meilleure volonté du monde, ça a besoin d'être situé dans les territoires, ça a besoin d'être situé dans les institutions. Chaque institution a un rapport aux questions numériques ou aux questions de handicap ou aux questions éducatives ou aux questions sociales qui différencie ce travail-là. Donc c'est cette idée d'approche SMS à la fois systémique, multiscalaire et située à chaque fois sur l'interaction. Voilà. Et donc ça nous donne une définition de l'empowerment qui est plutôt la question d'une rencontre à 3 niveaux, dans un collectif, dans un environnement, et là on pense à un environnement socio-technique, et sur un territoire. Et ce qu'on est en train de constater, c'est qu'un des processus les plus importants, c'est ce que j'appelle l'alignement axiologique. Alors qu'est-ce que c'est que l'alignement axiologique ? J'ai écrit il y a 1 ou 2 ans un petit bouquin qui s'appelle « Les imaginaires numériques en éducation », qui décrit comment, depuis le plan informatique pour tous de 85, les politiques publiques liées au numérique éducatif se déploient selon un cycle expérimentation, massification, disqualification. C'est-à-dire qu'en fait, on va mobiliser plein d'expérimentateurs. C'était le cas en 85, ça va être le cas de Payon avec les collèges connectés. Et puis une décision politique arrive, on confie à Thomson, qui n'avait jamais fait d'informatique, le déploiement du plan informatique pour tous. On dit, on va coller des tablettes au 5e. Ça m'a valu un bel article dans Le Monde qui s'appelle « Le coup de tablette magique ». Pourquoi au 5e, alors que tous les travaux démontrent que les cartables numériques ne fonctionnent pas? Pourquoi ignorer cette demande des enseignants qui veulent du matériel adapté à leur projet pédagogique? Pas forcément besoin de tablettes, certains ont juste besoin de connexion, parce qu'une tablette sans connexion, c'est... Voilà. Enfin, vous voyez, on est quand même là-dedans, qui provoque une espèce de disqualification des acteurs. Ça fonctionne aussi dans le social, puisqu'on va avoir la chance de faire soutenir une thèse là, samedi sur l'histoire de la médiation numérique. C'est-à-dire qu'en gros, les politiques publiques sont très perméables aux imaginaires et très dépendantes finalement de ce qui va circuler au niveau médiatique. Et on va avoir des décisions qui vont être une décision tablette, enfin, une décision instrument, avec des intérêts économiques, politiques, etc., mais qui n'a aucun sens vis-à-vis du déploiement et de la nécessité du temps long et de la cohérence des projets quand ils sont déployés sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on est en train de constater? C'est que finalement, sur des territoires, à l'échelle d'une institution, à l'échelle d'une commune, on voit se déployer un alignement axiologique. Alors axis en grec, ça veut dire valeur.
L'idée, c'est que face à cette espèce d'inconsistance au niveau méta, pour ce qui est de la France et au niveau des politiques publiques, on se retrouve avec des régulations qui sont locales. Et en gros, on va avoir, je pense à Saint-Auvin-du-Pavail, un geek, un hacker, artiste, etc., arrive dans un tout petit village, il rencontre Madame le maire qui veut transformer sa médiathèque. Le gars dit, ça serait bien de faire un truc numérique qui tienne vraiment la route, et ça devient la médiathèque du futur dans un village de 500 habitants. Et cet alignement, je ne dis pas qu'il faut partager toutes les mêmes valeurs, mais il faut partager un minimum de valeurs, par exemple le respect des usagers, enfin voilà, et ce qui fonctionne sur les territoires sont en général déclenchés par une forme d'alignement axiologique. D'autant que on n'est plus tout seul. Le risque, c'est ce qui vient d'arriver dans notre jardin, c'est-à-dire Google qui, le lendemain de la rencontre du président de la République avec les directions des GAFA, vous savez tout ce que c'est que les GAFA, c'est bon, dit on va installer un centre d'intelligence artificielle à Saclay et un atelier Google à Rennes. Je vous passe les détails, ce n'est pas neutre du tout. Mais ça veut dire que ces plateformes s'intéressent directement à votre sujet. Aujourd'hui, la cible de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est l'éducation, le social et la santé. Que ce soit clair, et ça donne ça. Le diagnostic, 5 millions de personnes en difficulté, la solution, une start-up avec un seul type de réponse. Ce que je viens de vous raconter, c'est que ce type de réponse-là, il est évidemment totalement parcellaire et qu'on est dans un mode de développement marketing qui est d'une autre nature. Alors, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour discuter, donc je vais pas vous parler de ça, c'est dommage mais c'est pas grave. Je voulais juste vous parler de ça. Je vous ai raconté que finalement, nous, on considérait les usages comme des normes sociales d'usage. Comment ça se passe de mon point de vue anthropologique? C'est situé, c'est une proposition théorique qui est totalement à débattre. Nous avons à disposition un ensemble de techno-imaginaires. Je vous ai raconté Barjavel tout à l'heure, mais enfin bon, il suffit de citer Philippe Cadic ou pour ceux qui suivent les séries, de regarder Black Mirror pour se rendre compte quand même que les technologies sont autant des produits d'artistes que des produits d'ingénieurs. Ça se cristallise en représentation. Vous connaissez tous le concept de représentation. La représentation, c'est la stabilisation à un moment donné de formes de sens qui permettent de déclencher la pratique. Il faut qu'on ait une idée de ce que c'est que cette machine pour pouvoir se projeter et passer donc à la pratique de la technologie. Ces représentations déclenchent des pratiques qui se socialisent en usages. Ces usages transforment la forme des techno-imaginaires, enrichissent la forme des techno-imaginaires. Alors, c'est super compliqué et un peu méta comme ça, sauf que si je vous l'illustre avec, ça j'étais pas obligé, avec des cas pratiques, je vais vous parler d'un cas d'institution et je vais vous parler d'un cas de personne. Ici, c'est, alors, Chemillé, c'est un petit village au sud d'Angers. Concordia, c'est l'université anglophone de Québec. Je vous raconterai pourquoi il y a un truc parallèle entre les deux. La culture hacker, maker, qui va être traduit sur le territoire de Chemillé par les anciens, comme c'est rigolo, on a rencontré des babacools numériques. C'est comme ça que les anciens l'ont dit. Appropriation d'une nouvelle représentation capacitante dans un endroit totalement situé, les Mauges. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Un jour, dans le centre social de Chemillé, une association d'éducation populaire qui s'appelle les Petits Débrouillards débarque avec des imprimantes 3D et des ordinateurs. Ils commencent par faire du Repair Café. Repair Café, c'est une activité de réparation à base de technologie. Ils voient arriver les anciens,
donc les papys avec leurs boîtes à boulons et leurs instruments. Ils commencent à aménager un local à côté du centre social et voient arriver ensuite les mamies avec leurs machines à coudre, etc., etc. Et la dernière fois que j'y ai été, le local fait, je sais pas, 400 mètres carrés. Il y avait, on est dans un village, hein, on est dans un village. Il y avait toutes les générations qui étaient en train de faire des projets qui allaient apprendre à la couture ou le bricolage le plus classique du monde jusqu'à la découpeuse laser, etc., etc. Pourquoi j'ai mis entre parenthèses les Mauges ? Parce que les Mauges, c'était une terre de textile, d'industrie textile. Cette industrie textile a disparu, sauf qu'elle reste dans la culture locale. Et ils vont faire un Fab Lab, qui n'est pas un Fab Lab, ça s'appelle, je ne sais plus comment ils l'appellent, le bocal, voilà, qui finalement passe par une transformation. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits débrouillards ? Ils arrivent avec l'idée que finalement les technologies sont peut-être accessibles à l'ensemble de la population. Ils n'arrivent pas avec le message médiatique de start-up, etc., etc. Ils arrivent avec une ouverture capacitante. Cette ouverture capacitante provoque une nouvelle représentation de la technologie, avec des pratiques de bricolage, avec des pratiques hyper-café, des pratiques Fab Lab, qui donnent une nouvelle norme inclusive qui va s'adresser à l'ensemble de la population, avec du brassage intergénérationnel, etc. Donc c'est une illustration, situation de mon schéma de construction des usages. Deuxième illustration, est-ce que cette jeune femme vous rappelle quelqu'un ? C'est Aimée Muline, ça vous dit quelque chose ? C'est l'athlète, la première des athlètes, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est la première des athlètes paralympiques qui va mettre en avant ses prothèses, qui va courir avec des valides, et puis qui, à la suite, là on est sur la plus grosse revue techno américaine, ouais, elle met en avant, elle va avoir ensuite une carrière people, c'est-à-dire qu'elle va être mannequin, elle va être actrice, vous voyez, bon. Et il se passe quelque chose de tout à fait spécifique là au monde du handicap. C'est une autre représentation du monde du handicap qui se présente. Et ce jeune homme, il s'appelle Nicolas Huchet. Il se rappelle, là il y a 10 ans d'écart. Il se rappelle. Alors Nicolas Huchet, qui c'est ? C'est quelqu'un qui s'est fait couper un bras dans un accident du travail et qui finalement rentre en dépression. Alors j'ai fait de longs entretiens avec lui, qui va rentrer en dépression, puis qui un jour rencontre l'équipe du Fab Lab de Rennes. Les gars du Fab Lab lui disent mais on va te la fabriquer, tu vas te la fabriquer toi-même, ta prothèse. Et donc on a le droit à la première prothèse de bras libre, documentée sur Internet, vous pouvez la reproduire quand vous voulez, qui va créer un Fab Lab spécifique qui est dans l'école d'éducateurs de Rennes, qui s'appelle Ascoria, qui s'appelle My Human Kit, un Fab Lab vraiment dédié à l'appropriation des cultures hackers et makers par les handicapés eux-mêmes. Il me dit qu'il les a crus à cause de ça. C'est-à-dire que la référence des sportifs et des sportives a fait que c'était entendable pour lui, que finalement il y avait peut-être une piste de ce côté-là. Ce n'est pas un ingénieur au départ, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va être... voilà. Et donc cet ensemble-là donne finalement quelque chose qui est de l'ordre de la transformation de la représentation. Et cette transformation de la représentation donne qu'aujourd'hui arrive à My Human Kit des enfants et des adolescents présentant des troubles de type autistique. Voilà, vous voyez, on passe du handicap physique à... Voilà. Et ça s'ouvre dans, on va dire, une configuration de capacitation qui prend vraiment la transformation presque des représentations au mot. C'est-à-dire que ça se succède. Là, on est dans les années 2010 et là, on est il y a 3-4 ans au démarrage. Voilà, je voulais peut-être finir là-dessus parce que c'est, je trouve, une note vraiment agréable et puis on peut peut-être prendre un petit moment de questions. Donc, merci. Merci beaucoup pour cette passionnante intervention. Donc, j'imagine qu'il y a des questions.
plein de choses. On pourrait, oui. Ah, c'était la commande, hein. Oui, oui, mais Conférence d'ouverture, ça ouvre. Donc, il y a une... Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a quelque chose sur quoi j'aimerais bien que vous puissiez revenir, parce que je n'ai pas forcément bien suivi. Et puis, comme on parle tous la même langue, mais en donnant des sens différents à tous les mots qu'on utilise, évidemment, c'est difficile de se comprendre. D'où l'intérêt des colloques, où justement on est là pour échanger. Donc, c'est le passage entre pratique et usage. Si vous pouvez revenir là-dessus, ça me paraît très important. Et ce que vous entendez aussi, mais c'est en lien avec l'expression norme sociale d'usage. Ce passage de la pratique à l'usage. J'ai pu le comprendre d'une certaine façon, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris justement ce que vous vouliez dire. Ok. Le mieux, c'est peut-être de prendre une illustration. Donc, l'illustration, ça va être Facebook. Alors, voilà, il y a un peu... Voilà, je vous laisse tout ça. Hein, il y a un peu de publi dessus, y compris enfin, tout est sur HAL en ce qui me concerne. Et voilà, donc vous trouverez et des vidéos et des articles là-dessus. Donc, sur la question de socialisation des pratiques, il manque une autre construction théorique. Je vous ai parlé des processus externes, il manque les processus internes, mais je ne vais pas avoir le temps de développer, mais je vais prendre l'illustration de Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est que Facebook? En fait, c'est Mark Zuckerberg qui a cette idée technologique absolument extraordinaire de proposer une plateforme où on va mettre des photos d'étudiantes et en dessous, les étudiants vont pouvoir y mettre des commentaires graveleux, ce qui est quand même très classe comme innovation technologique de base. Il s'avère que Zuckerberg est comment dire, pas dans un endroit totalement neutre puisqu'il est à Harvard, et que ce brouillon là va rencontrer un ensemble de pratiques qu'on va qualifier, enfin, qu'un certain nombre de chercheurs qualifient sur le reste de la planète. Nous, en Bretagne, on avait un jeune homme, enfin, lui plus jeune, on avait Olivier Trédan qui travaillait sur Skyblog et qui était en train d'observer tout un tas de choses tout à fait intéressantes de l'ordre de l'éditorialisation des adolescents sur le phénomène de blog. Puis on avait un autre doctorant qui travaillait sur MySpace et les musiciens. Et puis, il y avait plein de travaux en France sur l'explosion du SMS et son pendant sur réseau qui était MSN, la messagerie instantanée. Alors, je pense que, vu la tranche d'âge dans la salle, ça doit vous rappeler les années collège pour certains. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces pratiques-là étaient partagées par les lycéens américains, que de Harvard, que de cette proposition-là, par processus de braconnage. Alors, je reviendrai quand même sur le braconnage. Les lycéens c'est pas les étudiants américains, c'est les lycéens américains, et c'est très important, vont se saisir de l'offre plateforme Facebook et qui va avoir, parce que on va dire la culture américaine fait qu'on saisit très très vite les tendances du marché, et qui va finalement intégrer toutes ces pratiques qui étaient dispersées, mais qui étaient quand même présentes. Et c'est ça, la socialisation des pratiques qui devient norme d'usage. Aujourd'hui, Facebook est partagé par l'ensemble de la planète. Sur Facebook, il y a papy, mamie, tonton, tata. Donc, les collégiens ne sont plus sur Facebook. Ou s'ils sont sur Facebook, ils ont une image policée ou lissée de ce qu'ils font. Leur boulot d'adolescent, ils le font sur d'autres plateformes, Snapchat, etc. Donc, ce processus de socialisation... c'est finalement un assemblage d'abord très individuel, d'abord en micro-tribus, qui devient finalement une norme d'usage quand ça grimpe aux milliers, à centaines de milliers, aux millions, etc. Je suis très sertalien, c'est-à-dire que
il y a deux références en sciences de l'information et de la communication. C'est vrai que Foucault et Michel de Certeau ont de l'importance. Moi, je travaille plutôt dans la perspective de Michel de Certeau, qui, dans les années 80, dans l'invention du quotidien, nous raconte comment la consommation de la lecture s'est opérée par braconnage. Qu'est-ce que c'est que le braconnage? C'est la récupération par, on va dire, des cultures populaires pour la lecture, c'est les collections complètes dans les années 60 des œuvres reliées cuir des grands auteurs que les familles populaires vont acheter, vont mettre dans les armoires en formica, etc. On va finalement copier la forme de la culture bourgeoise, de la bibliothèque bourgeoise, qui était présente dans les médias, etc. Mais en même temps, ça va donner la possibilité aux jeunes, enfin, dans ces périodes-là, aux jeunes issus des classes populaires, d'accéder à Flaubert, à Zola, etc., que ne lisent pas les parents. Le braconnage, c'est ça. Et nous avons une situation un peu parallèle. On a une offre massivement sociotechnique, massivement nord-américaine, matinée un peu de culture asiatique et japonaise en ce qui concerne les jeux. La plupart des grandes... en gros, success stories technologiques de ces dernières années sont des success stories d'éditorialisation, de storytelling, du braconnage. Les GAFA savent faire ça maintenant. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent la tendance, ils vont en rajouter. Donc voilà, cette histoire d'ensemble de pratiques socialisées, c'est finalement un assemblage qui forme finalement des normes. Et c'est ça qui est très important. C'est que la question finalement, c'est presque plateforme par plateforme, objet par objet. On voit bien, par exemple, aujourd'hui que la question de la 3D et de la réalité virtuelle est entre plusieurs pôles. On voit bien que la télé 3D n'est pas partie. On voit bien que les casques venant de la culture gamer, ça a l'air d'avancer un petit peu, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose, sauf à être vraiment sur la ligne de crête. Et puis à un moment donné, dans les supermarchés, puisque la phase de massification, elle se passe souvent dans les supermarchés, enfin dans l'offre commerciale classique. Dans les supermarchés, ça va basculer. Et on va se retrouver avec une norme d'usage. Je vous donne un ordre d'idée. J'ai fait une exploration là, pour un futur projet sur les migrants. Je suis absolument fasciné par la taille des écrans des familles de migrants, toute origine de l'Est, du Moyen-Orient, d'Afrique, dès qu'ils sont sédentarisés. C'est comme si, finalement, une grande télé s'était arrivée dans le monde occidental. Et, avant tout autre type enfin, c'est choquant. Donc, voilà. Je pense que sur ces processus-là, on est beaucoup plus dans le registre de construction de normes symboliques. Et ensuite, il y a du positionnement. D'où l'importance... Là, je parle des adolescents, mais par rapport aux personnes en situation de handicap, de bien situer de quelles normes on parle. Quand on travaille sur la réalité virtuelle, on ne manipule pas les mêmes imaginaires que quand on travaille sur les réseaux sociaux numériques qui finalement sont installés. Enfin, voilà. C'est plus clair ? Merci. Merci. Joël. Merci pour cet exposé. J'avais une question en fait qui va un peu revenir en arrière, mais en même temps faire une boucle par rapport à ce que tu viens de dire. C'est justement sur le petit film de Barjavel. Oui. Et cette question de l'imaginaire. Donc c'est pas anodin, tu l'as dit, ça augure la porte ouverte sur Internet. Néanmoins, je voudrais juste avoir ton avis sur cette question de l'imaginaire, parce que ça donne le sentiment, tel que tu l'as présenté, que, somme toute, cet imaginaire surgit ex nihilo. Or, il me semble qu'il y a des conditions sociales de production de l'imaginaire, en particulier avec Internet, dont on sait que les sources viennent de l'armée américaine, etc. Donc, je voudrais juste que tu pouvais revenir sur ce lien entre imaginaire et réalité, d'autant plus que ça peut faire écho au schéma que tu as présenté sur justement les techno-imaginaires, les représentations, les pratiques, et donc nécessairement, comme je disais tout à l'heure, les conditions sociales de production de l'imaginaire. Écoute, merci pour les questions. En fait, ce sont des questions qui
prolonge. C'est parce que j'ai pas le temps d'en parler dans un temps comme ça que je développe pas. Alors, pour la généalogie épistémologique, il faut savoir que j'ai travaillé pendant 6 ans avec Pierre Musso dans un dispositif qui s'appelait la chaire de modélisation des imaginaires, qui était partagée entre Rennes 2 et l'Institut Mines Télécom. Et effectivement, j'ai appris beaucoup de choses dans ce travail-là. En particulier sur effectivement les conditions sociales, mais encore plus les conditions culturelles, les conditions historiques de production des imaginaires technologiques, en essayant de tirer par exemple la généalogie de la figure du robot, où on va se retrouver effectivement avec une généalogie qui remonte jusqu'à la plus haute antiquité, et où on va avoir ce qu'on appelle des mythes qui vont structurer la pensée occidentale, où la création des êtres artificiels renvoie aux divinités égyptiennes, renvoie à la construction de Pygmalion, enfin l'interaction Pygmalion-Galatée, enfin à des choses comme ça, et on remonte, Frankenstein, etc., et on remonte dans ce travail-là, sur une forme d'analyse finalement de ces imaginaires qui devient, à mon avis, très opératoire et très intéressant pour analyser les environnements sociotechniques tels qu'ils nous sont présentés de manière technologique, mais encore plus tels qu'ils nous sont présentés sur le plan du storytelling, sur le plan du discours autour de la technologie, sur le plan du marketing en fait, qui est très présent. Donc, où j'en suis aujourd'hui, c'est cette idée que finalement, les imaginaires, les techno-imaginaires sont bipolaires. Et que finalement, il y a une couche structure qui s'appuie sur les techno-imaginaires occidentaux les plus ancrés dans notre histoire. Crésus et le magasin universel, le robot et la création. Voilà. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on manipule du Prométhée. Enfin voilà, c'est pas voilà. Quand on parle de biotechnologie ou de manipulation génétique, on manipule aussi ces imaginaires-là. Et au lieu de les classer, on va dire, telle production technologique serait référencée à tel imaginaire, elles sont plutôt toutes référencées à des corpus imaginaires qui se tissent sur une ligne émancipation, aliénation. C'est-à-dire que ce que je suis en train de raconter, c'est que la forme des imaginaires est millénaire, remonte dans notre culture très loin, et que leur manifestation actuelle, la métaphore, c'est le côté obscur et le côté lumineux de la force, c'est Star Wars. Enfin, voilà, et ça a des conséquences directes. Le côté lumineux de la force, ARPANET, le web, quand même, il suffit de regarder l'histoire. On crée le gros réseau militaro-industriel en même temps que Jobs monte cette espèce de mythologie christique d'invention de l'Apple dans le garage de son père avec un slogan Computer for People qui éclate IBM, le complexe militaro-industriel qu'on va retrouver dans 2001 l'Odyssée de l'espace, enfin, qu'on va retrouver dans plein de représentations contemporaines. Sauf que si on ne se rappelle pas que Tim Berners-Lee et Jacques Caillot travaillent sur le Next, produit par le même Steve Jobs, viré d'Apple à l'époque, on ne fait pas le lien. Or, et on voit où en est Apple aujourd'hui, je veux dire, il fait partie des GAFA. Ils font de l'optimisation fiscale, ils ont la même stratégie, voire c'est peut-être les meilleurs en termes de storytelling. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que globalement, pour l'Internet, on est pris entre deux grands axes de techno-imaginaire qui va générer des représentations très différenciées. D'un côté, Big Brother, l'aliénation, le contrôle social, etc., etc.,
de l'autre, le village planétaire, le partage des connaissances, le coopératif, etc. Et vous voyez que quand on travaille sur les dispositifs sociotechniques, finalement, ces représentations sont plus ou moins manipulées tant par les vendeurs que par les porteurs de projets, que par les acteurs eux-mêmes. Donc voilà, c'est cette tension-là que je trouve vraiment très, très, très importante et très intéressante. Et j'ai abandonné l'idée, en fait, que, tu vois, une technologie pure déclenche des choses. Alors, je me sers en cours de la série Black Mirror. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Elle est super intéressante parce que on est dans un environnement ordinaire et ils tirent une seule des technologies et ils en tirent les conséquences sociétales. C'est-à-dire qu'en gros, les abeilles tueuses, les micro-abeilles créées pour polliniser les pierres, les fleurs, parce que les abeilles disparaissent, vont être hackées pour faire une armée d'abeilles tueuses qui tuent les gens qui font du harcèlement sur Facebook. Tout ça est possible. Tout ça est possible. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça démontre que finalement, les technologies sont remplies de ça. Alors, je redescends avant de donner la parole. Il y a la question vraiment travaillée par Divina Meg sur les questions de translittératie. Je pense qu'il faut quand même regarder de très près la consommation des classes populaires, la consommation des quartiers aujourd'hui. Vous savez que les primo-acheteurs de la dernière console de jeu, bon, je parlais des grands écrans, etc., c'est plutôt les classes populaires qui sont, à mon avis, en grande difficulté vis-à-vis de ces imaginaires-là. Si les imaginaires technologiques nous paraissent un peu ventilés, répartis, que nous, on peut avoir des références littéraires de tel ou tel endroit, c'est pas vrai. Et là, il y a un vrai boulot à faire. Tout ça est, comment dire, pour moi, c'est un champ de recherche infini. Enfin, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Alors, ça renvoie au boulot de Mols. Enfin, il y a eu pas mal de recherches là-dessus, mais elles sont, à mon avis, encore exploratoires. Il faut avancer dessus. Il y avait une autre là. Une dernière question, puis après on ira au buffet pour que Pascal puisse un petit peu déjeuner et vous pourrez aussi lui poser quelques questions. Oui, moi c'est juste une remarque rapide par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur... je pense qu'il faut faire aussi attention à nos propres imaginaires, y compris en tant que chercheurs, parce que Internet ou ARPANET n'est pas une création des militaires. Oui, ça fait 10 ans que je me bats contre cette idée-là, mais à mon avis, c'est important, à mon avis, quand on travaille sur l'imaginaire, de ne pas évacuer toute la dimension ingénierie et technique qui est quand même extrêmement présente. C'est un gros danger des travaux sur les imaginaires, notamment ceux qui sont issus de Philippe Breton, c'est qu'à un moment donné, ils finissent par étudier que la couche imaginaire, mais ils ne comprennent pas du tout la couche technique qu'ils sont en train d'étudier, ce qui donne des choses qui... Enfin, moi, j'ai vu des travaux de Céline Lafontaine qui est un peu dans la lignée de Philippe Breton. On a l'impression, avec sa lecture, qu'il y a une généalogie qui remonte à Norbert Wiener, mais on a l'impression que Norbert Wiener, c'est Dark Vador. De temps en temps, je pense que c'est bien aussi de remettre un peu de l'ingénierie, un peu de l'historie des techniques et de la généalogie des techniques en complément de l'imaginaire, parce qu'on est vraiment sur un dialogue permanent. Et le danger, c'est d'étudier que les discours et d'oublier la technique, sachant que nos startups américaines sont vraiment imbriquées très fortement entre les deux, entre le discours et des apprentissages techniques réels. Il nous faut réussir à étudier les deux, et notre intérêt, en tout cas en transdiscipline, c'est vraiment de mêler ces deux types d'approches. Voilà, c'est plus une remarque. Non, mais je suis vraiment d'accord avec ça, et c'est un de mes grands drames que Pierre Musso ait arrêté et n'ait pas laissé continuer. On n'a pas récupéré cette chaire-là. Parce qu'il y avait dedans la plupart des industriels français qui travaillaient dessus, et on avait donc accès à ce que tu décris, c'est-à-dire finalement les processus de production technique avec les vraies dates, avec les vrais enchaînements, etc. Ce que j'ai raconté sur le Next tout à l'heure, personne ne le dit non plus. Et je suis vraiment d'accord avec toi en partant du fait qu'on peut être très intéressé par les imaginaires, mais qu'il faut se méfier des reconstructions historiques.
ce qui était le grand défaut du texte de Philippe Breton initial, mais sa grande force, ça a été de nous ouvrir à ça aussi. Donc voilà, on ne peut pas... Tout à fait. Il y avait juste une dernière question, puis après on mange. Oui, moi j'ai été intéressée par ton approche que tu appelles approche SMS, donc systémique multiscalaire située. Et donc tu disais qu'il faut dépasser les typologies d'usagers. Donc pour revenir au handicap, justement, on a quand même une approche très typologique sur les 4 handicaps. Donc comment tu vois ça Je n'ai pas eu le temps de détailler la carte des travaux. Je vois ça collectivement. C'est-à-dire, là, je propose quelque chose. Le multiscalaire, je le dois à mes collègues géographes. On travaille avec une grosse équipe qui s'appelle ESO, qui est sur le Grand Ouest, et qui travaille sur les dimensions, y compris imaginaires des territoires. Moi, je suis plutôt anthropo, ethno, voilà, donc la question grande théorie, enfin, de récupérer du terrain des données de terrain sur le long terme, c'est plutôt ma spécialité scientifique. Mais là, je suis en train de vous présenter quelque chose, et c'était un peu la commande qui dépasse ça. Donc, comment je vois ça le premier constat, c'est que systématiquement, quand on fait des catégories d'usagers, il y a un travers automatique qui est celui de la stigmatisation des usagers au sens le plus fort, enfin, au sens de Goffman. Ce qu'on a sorti là dans Capacity, c'est qu'il y avait des gens qui étaient très fiers de se passer de l'Internet. La dernière fois que je suis intervenu dans une université populaire avec ATD Carmonde, on a fait l'exercice psychosocial. Ça vous dit quoi, les technologies? Donnez-moi un mot. Et ils ont écrit ce mot. C'est la grande majorité de ces personnes utilisent le vocabulaire des années 80-90. J'avais plus vu le terme de moniteur. J'avais plus vu le terme de modem. Enfin, voilà, les usagers, c'est ça, c'est cette complexité-là. Et pour autant, si tu veux travailler avec les gens d'ATD Carmonde, ou si tu veux même faire de la recherche à partir de leur représentation, tu as vraiment intérêt à prendre cette distance-là. Et on en a fait tous. Enfin, je veux dire, la naissance même des sciences des usages, globalement, années 90, années 2000, on a tous fait des typologies. Et je pense qu'une typologie sans le contexte, l'environnement, cette histoire de situer finalement la situation elle-même à différentes échelles, c'est beaucoup plus robuste sur le plan scientifique, c'est beaucoup plus riche sur le plan épistémologique et c'est beaucoup plus opératoire, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur la présentation, vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des éducateurs, des travailleurs sociaux, etc., des médiateurs numériques. Dès qu'on leur donne des typologies, ils sont partis dessus, quoi. Et immédiatement, c'est plus facile. Hein. Clairement, les personnes que j'ai en face de moi, si j'arrive à les classer, ça me rassure parce que moi-même, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Alors que si de leur responsabilité, il y a l'organisation des environnements, on est quand même dans tout à fait autre chose. Donc ça vient entre guillemets, c'est sur le rapport Capacity. On va produire bouquins et articles, nous aussi, là-dessus. Mais cette approche-là, elle appelle à du travail pluridisciplinaire. Dans une seule tête, le SMS, à mon avis, c'est pas jouable. Par contre, où chacun sait où il intervient, enfin, je veux dire, le dialogue avec les collègues de géographie sociale sur ces questions-là est vraiment super intéressant. Le dialogue avec les collègues de sociaux, enfin voilà, il y a un vrai travail. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir des typologies d'usagers parce qu'elles renvoient à des niveaux de généralisation qui sont potentiellement dangereuses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal.